Commémoration du 78e anniversaire de la victoire du 8 mai 45. Garde à vous! Levée des couleurs. Repos. Lecture d'un texte par les enfants du Conseil municipal des enfants. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des menthes, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur la sueur de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les roues déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur les fruits coupés en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit, coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Paul Éluard. Lecture d'un texte par les enfants de l'association Les Ambassadeurs Juniors de la Paix. Ce cœur qui a haïssé la guerre. Ce cœur qui a haïssé la guerre. Voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées. À celui des saisons, à celui des heures, du jour et de la nuit. Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine. Et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent. Et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne. Comme le son
d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends, qui me revient renvoyé par les éclos. Robert Disneau, poème extrait de l'honneur des poèmes, Minuit 1946, et repris dans Domaine public 1953, par Poésie Gallimard. Lecture d'un texte du président national de l'UNC. En ce 8 mai 2023, où nous commémorons le 78e anniversaire de la victoire du 8 mai 45, nous constatons qu'une nouvelle guerre, fruit de la violence entre deux États, perdure depuis un an à nos portes, à 3 heures de vol de Paris. Rappelons-nous l'épisode de la drôle de guerre, de 1939 à 1940, début de la Seconde Guerre mondiale, qui avait d'abord embrasé l'Europe avant de s'étendre au reste du monde. Honorons la mémoire de toutes celles et de tous ceux issus de l'Empire français et de la métropole qui ont contribué au combat pour la liberté, à la libération de notre pays, du joug nazi, à son redressement et à son retour dans le concert des nations. Préparons-nous en cette période incertaine à toute éventualité. Les menaces ne sont pas seulement en Europe de l'Est. Le terrorisme, mutant permanent, continue à sévir sur tous les continents et nous menace à domicile. Le contexte géopolitique mondial est changeant, au rythme des crises, des confrontations, des intérêts économiques et politiques de nombreux pays, notamment ceux dits émergents. Redécouvrons et développons l'esprit de défense, en particulier chez nos jeunes. Préparons-nous à la résilience, cette capacité à se rétablir dans l'adversité et à mobiliser toutes les énergies pour assurer la survie de nos institutions et préparer une reconstruction si nécessaire. L'UNC, au niveau national et local, s'investit dans cette démarche. À cet effet, elle s'appuie sur ses adhérents sans distinction, anciens d'Indochine, anciens d'Afrique du Nord, plus jeunes des opérations extérieures et intérieures, soldats de France, membres associés, veuves de guerre et d'anciens combattants et orphelins de guerre. Ils agissent dans les domaines de la solidarité, de la mémoire et de l'action civique, notamment au sein des réserves et du service national universel, ainsi qu'au travers des cadets de l'UNC. Aujourd'hui, en cette date anniversaire, ici tous rassemblés, nous devons d'être plus unis que jamais autour de notre drapeau, de nos valeurs séculaires et surtout autour de nos armées engagées à l'extérieur et à l'intérieur de notre pays au service de la France. Vive la République, vive la France. Garde à vous! Lecture du message de Monsieur Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Miralles, par Monsieur Henri Catalifo, conseiller municipal délégué. « 8 mai 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît. L'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'Est, les armées nazies
ont perdu la bataille de Stalingrad. Au sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les 3 océans, et notamment dans les Antilles et en Guyane, par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie, avant de libérer Paris puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé, même si la lutte sera encore longue. L'épreuve présente n'est pas terminée, mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance unie partout en France et sûre de l'issue finale du combat s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit, apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée, surtout en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier, comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons jamais perdre de vue. Avec la victoire, vient aussi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans les convois vers l'Est qu'un holocauste achevait. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'ils inspirent ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous, enfin, du sang versé. Il fut le prix de notre liberté, mourir pour que d'autres puissent vivre libres. C'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Repos. Intervention de M. Stéphane Baudet, maire d'Évry-Courcouronnes. Chers amis, chers enfants du conseil municipal des enfants, que je veux évidemment à nouveau ici remercier de leur présence constante, du travail de mémoire qu'ils font avec celles et ceux qui les encadrent, et vous remercier de votre présence déjà, il y a un peu plus d'une heure, à la cérémonie de Courcouronnes Centre. Merci évidemment à nos enfants des ambassadeurs de la paix et à travers eux à l'association Les Ambassadeurs de la paix qui rejoint notre organisation de mémoire. Chers jeunes sapeurs-pompiers toujours présents à nos côtés, mesdames et messieurs les membres de l'UNC, de nos polices municipales, monsieur le directeur, de notre police nationale, monsieur le commissaire, notre comité d'histoire
local qui donne jusque ce soir 17h une nouvelle exposition et un éclairage nouveau sur ce conflit à la ferme des Mathurines. L'harmonie de Villabé, toujours présente à nos côtés, et un message personnel et amical pour mon vieil ami François-Joseph, qui, avec moi depuis plus de 20 ans, compose ces quelques discours, et sans qui il n'aurait sans doute pas la profondeur, la lumière qu'ils essayent de vous transmettre. Elle avait, depuis le 18 juin 1940, un chef reconnu et incontesté. Elle avait des combattants, sur terre, sur mer et dans les airs, qui refusaient de déposer les armes. Elle avait ces martyrs qui tombaient sous les coups aveugles de la répression. Tout cela, regroupé sous un drapeau tricolore frappé d'une croix de Lorraine. En ce mois de mai 1943, évoqué à l'instant par Sébastien Lecornu, la France libre va désormais s'identifier dans des paroles et une rengaine. Joseph Kessel, Maurice Druon, Emmanuel Dastier de la Vigerie, Anna Marly et Germaine Sablon, autour d'une mélodie simple et des paroles fortes, vont donner à l'ensemble de celles et ceux qui portent ce combat de reconquête et d'espérance une identité musicale. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Vite, très vite, ce chant va venir nourrir les espérances, servir de point de ralliement, illustrer l'irréfragable élan vers ce qui ne peut être qu'une victoire certaine. Porté par les ondes de la BBC chaque soir à destination des territoires sous occupation, malgré les brouillages, ces paroles simples et prophétiques deviennent le lien commun et l'héritage de l'armée des ombres. L'armée des ombres. Le roman de Joseph Kessel va servir d'acte de baptême pour faire comprendre au monde la réalité de ce qui se mettait en place dans la France occupée. Répondre par la vérité d'actions vécues aux mensonges de la propagande ennemie. Mettre des noms, des visages, des sentiments sur ces ombres qui se levaient pour reprendre et continuer le combat dans un climat de terreur, d'insécurité et de mort pour la plus grande partie. Résister, c'est se mettre en insécurité, c'est passer sans cesse d'un monde à l'autre sans être suivi. C'est toujours garder un œil de côté, contrôler ses émotions pour mener à bien la mission. Le doute, la peur, la trahison comme compagnons de route. Aux côtés de ceux qui se battent sous le soleil d'Afrique, font tomber l'oasis de Koufra, résistent 10 jours durant à l'offensive dans le désert de Bir Hakeim, se développe une autre armée, cette armée des ombres. Celle qui la nuit badigeonne les murs, attaque les convois, balise et réceptionne les largages d'armes, collecte les renseignements civils et militaires, sabote tout ce qui peut être profitable à l'occupant, transporte et cache les armes et les hommes, imprime, distribue, colle journaux, tracts et pamphlets. Armée de petites mains, qui subit de plein fouet la répression et la disparition dans la nuit et le brouillard de la déportation et de la répression. Armée dont l'efficacité et l'engagement profiteront tellement aux troupes alliées lors des débarquements sur le continent. Aucun texte ne peut mieux rendre compte de l'intensité et de la volonté, portée jusqu'au sacrifice, des membres de ceux que l'histoire nomme la résistance, et qu'en ce dimanche de mai 1943, un carteron de journalistes baptisera partisans. L'année 1943, il y a 80 ans, apparaît bien comme une année de bascule dans ce conflit qui dure depuis bientôt 4 ans. Mais c'est surtout une année charnière. Le 2 février, l'armée allemande a capitulé à Stalingrad. Le 7 mai,
les Alliés entrent en Tunisie et les Allemands abandonnent l'Afrique du Nord. À partir de mi-1943, le Conseil national de la résistance dirige et coordonne les différents mouvements de résistance intérieure française. Le Comité français de la libération nationale, dirigé par Charles de Gaulle, va se transformer en gouvernement provisoire de la République française à la veille du débarquement. Défendu, consolidé, porté à bout de bras, doté d'un programme applicable immédiatement, la République n'est pas morte. Le sacrifice de ses fils et de ses filles n'a d'autre but que de la restaurer dans ce qu'elle doit être, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Mais le chemin, ce fut dit, est encore long. Les sacrifices consentis énormes. Les réseaux combattus tant par l'occupant que par la police de la collaboration. Les patriotes tombent sous les coups d'une répression aveugle et féroce, qui ne connaît que torture, exécution et déportation comme réponse à l'engagement au service du renouveau de la patrie. Nos places, nos rues, nos établissements portent le nom de ceux qui sont tombés dans l'ombre. En cette année 1943, retenons les noms de deux préfets de la République, Geoffrey Scamaroni et Jean Moulin, tous deux morts sans avoir parlé, tous deux compagnons de la libération, tous deux artisans de la renaissance de la patrie. Ce conflit ne doit en rien nous faire oublier la réalité du système qui s'abattait sur le monde, afin de le réduire à la toute-puissance d'un État totalitaire, régnant par l'oppression et l'extermination de masse de ses opposants, que le motif en fût politique, économique ou ethnique. Qu'aux côtés d'occupants militaires de notre territoire se développait un simulacre d'État français aux ordres, lui-même artisan d'une répression féroce, au motif de l'instauration d'un ordre nouveau. La défaite du mois de juin 1940 avait plongé la France dans l'occupation et malheureusement la collaboration. Le déshonneur régnait. Un quotidien mortifère s'était installé lentement. Mais c'est au mois de juin 1940 aussi que s'était élevée une voix dénonçant ce renoncement et appelant au sursaut, condamnant un armistice félon, pour inscrire dans la mémoire de la France au combat la seule place qui lui convenait, celle de sa résurrection par la résistance. Mes chers amis, le premier conflit mondial avait donné au monde la grande figure du poilu dans sa tranchée. Le second, dans l'honneur, lui subsisterait le résistant et le partisan. 5 années de répression ne parviendront pas à mettre à genoux l'engagement de ces femmes et de ces hommes. 5 années de combat grignotant chaque jour un peu plus la citadelle militariste opposée au monde libre. 5 années d'espérance et de lutte pour déboucher enfin sur une libération. La guerre gagnée, il convenait alors de surtout gagner la paix, de rendre improbables et non reconductibles les effets qui avaient amené à ce cataclysme moral et humain. Tel était l'ambitieux projet, patiemment et conjointement mené à bien, dans l'ombre toujours, mais avec méthode et détermination, par le Conseil national de la résistance, les Jours heureux. L'histoire retient que le 7 mai 1945, à 2h41, la reddition de l'armée allemande est signée à Reims, dans une salle du Collège technique et moderne, l'actuel lycée Roosevelt, abritant alors le Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force par le maréchal allemand Alfred Joll. Les combats en Europe de l'Ouest, entamés depuis le 2 août 1939, prenaient fin. Journalistes occidentaux répandirent prématurément la nouvelle de la capitulation, précipitant ainsi les célébrations. Les combats continuèrent cependant sur le front de l'Est, jusqu'à ce que les Allemands signent à nouveau un acte de capitulation spécifique avec les Soviétiques à Berlin. C'est donc peu avant minuit, le 8 mai, qu'une seconde reddition sans condition fut signée dans une villa de Karlshorst, dans la banlieue est de Berlin. Les représentants de l'URSS, de la Grande-Bretagne,
de la France et des États-Unis arrivèrent peu avant minuit. Après que le maréchal Georgi Zhukov eut ouvert la cérémonie, les représentants du haut commandement allemand, emmenés par le maréchal Wilhelm Keitel, furent invités à signer l'acte de capitulation entrant en vigueur à 23h01, heure d'Europe centrale. Il faudra bien sûr attendre la capitulation officielle du Japon le 2 septembre 1945, lorsque le ministre des Affaires étrangères Mamora Shigemitsu signe les articles de la reddition des forces japonaises sur le pont de l'USS Missouri dans la baie de Tokyo pour que la Seconde Guerre mondiale prenne fin. Jean de Latte de Tassigny, Philippe Leclerc de Haute-Cloque, généraux qui avaient mené les armes et les armées au rang des vainqueurs, au nom de la France, paraphaient les traités. Alphonse Juin et Marie-Pierre Koenig les rejoindront dans le maréchalat, concédé par la République à ses soldats. Si dans l'ordre des dates, cette guerre, au vu des nombres de belligérants engagés, est qualifiée de seconde, il convient, par respect pour ceux qui la subirent et y participèrent, de rappeler que dans nombre de chapitres de l'horreur, elle atteint des sommets qui heurtent encore aujourd'hui la conscience humaine. Au premier rang, bien sûr, la volonté politique et annoncée de destruction systématique de l'autre, par l'installation d'un système de répression et de terreur, de pillage économique de territoire, au profit d'une seule nation, supposée idéalement pure et supérieure. L'élimination méticuleuse et radicale de toute forme de résistance, la mise en place d'un système d'extermination, parfois même avec la collaboration des pays et régimes soumis. L'ampleur des victimes civiles, l'apparition structurée et efficace de combattants sans uniforme aux côtés des armées régulières, l'emploi pour la première fois d'armes de destruction massive à destination de populations civiles marquent à jamais la conscience humaine. Il est pourtant à signaler, pour l'honneur et la justice, à rendre à l'ensemble de ceux qui eurent à connaître ces temps, qu'une large partie des fauteurs idéologiques, politiques et militaires de ces atrocités eurent à rendre compte devant une cour internationale de justice à Nuremberg. La France, mes chers amis, sut reconquérir son rang grâce aux hommes et aux femmes qui se dressèrent contre cette fatalité passagère, combattant de tous les champs de bataille comme combattants de l'ombre. Ils mirent leur énergie et leur détermination dans la résurrection de la patrie et la restauration des valeurs de la République. En ces instants que nous consacrons à la mémoire, prenons garde de ne pas suffisamment nous inquiéter des bruits qui nous viennent de l'Est. Sachons anticiper sur les velléités territoriales d'un autre âge, que développent des puissances pour lesquelles les droits de l'homme ne constituent pas le socle commun d'un développement harmonieux de toute société. Les défis lancés à la paix ne doivent pas rester sans réponse, sous peine de devenir source de conflits et de misère. Aujourd'hui, notre reconnaissance va vers celles et ceux dont l'engagement jusqu'au sacrifice au service des valeurs qui fondent notre République, liberté, égalité, fraternité, surent se lever, avec ou sans uniforme, contre cette déshumanisation. Vers eux vont notre gratitude, aux témoins, aux acteurs, à toutes les victimes de cette monstrueuse machine de destruction, anonymes ou célèbres, de toutes origines. Nous honorons aussi nos concitoyens dont les noms fleurissent sur nos places et nos rues, qui surent inscrire notre ville dans le cortège de la victoire et de la libération. Que Joseph Kessel, qui sut leur donner un visage, conserve la conclusion de cette période. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Merci.
Garde à vous! Dépôt des gerbes. Gerbes des associations d'anciens combattants. Gerbe du conseil départemental, déposé par Madame Sandrine Chaumont et Monsieur Pascal Chatagnon. Gerbe de Madame Farida Amrani, députée de l'Essonne. Gerbe de Monsieur Stéphane Baudet, maire d'Évry-Courcouronnes et son conseil municipal. Sonnerie aux morts. Minute de silence.
La Marseillaise. Fin de la cérémonie. Repos. Les autorités vont saluer les porte-drapeaux. Les participants à cette cérémonie sont invités à partir en cortège, accompagnés par l'harmonie de Villabé, afin de rejoindre le foyer club pour le vin d'honneur. Allez, on va aller s'installer là-bas. On descend là-bas. Marche des sapeurs.